bienvenue à cette séance d'information au programme de recherche au sujet, pardon, du programme de recherche sur les stratégies d'intervention sur le cadre bâti existant du Québec, l'architecture publique construite entre 1950 et 1980. Merci de vous joindre à nous et surtout de votre intérêt pour ce concours qui s'inscrit dans le cadre des actions concertées, vous voyez sur la diapo, et qui est issu d'un partenariat entre le Fonds de recherche du Québec, secteur société et culture, et le ministère de la Culture et des Communications, donc le MCC. Mon nom est Marion Kuhn et je suis responsable de programme à la Direction des actions concertées du FRQ. Et je suis bien entourée aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Donc, je suis accompagnée de ma collègue Valérie Beausoleil, également responsable de programme à la Direction des actions concertées du Fonds. Elle me soutiendra pour répondre à vos questions que je vous invite à inscrire en continu, en fait, dans la section Q&R en bas de votre écran. Nous y répondrons au fur et à mesure ou à la fin de la présentation, un petit peu selon la teneur de la question. Et je suis également accompagnée par deux représentantes du MCC, notre partenaire pour cette belle action concertée, Catherine Michon et Véronique Proto. Et je laisse vous présenter vous-même. Bonjour, alors je suis Catherine Bichon, conseillère stratégique en architecture dans la nouvelle unité architecture et aménagement qui a été créée au ministère de la Culture et des Communications. Pour mettre en contexte rapidement, c'est une unité qui a été créée dans les suites de l'adoption de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Donc, c'était un engagement que le ministère avait pris dans le plan de mise en œuvre de cette politique pour venir instaurer une structure de gouvernance qui contribuerait à positionner l'architecture comme levier de développement durable et réponse aux enjeux et aux défis de notre société. Puis par ailleurs, comme domaine contributif aussi aux grandes priorités gouvernementales, qu'on pense à la décarbonation, l'augmentation de l'offre de logement. Donc, l'unité architecture et aménagement est coordonnée par le ministère de la Culture et des Communications et il est appuyé par un comité d'orientation qui réunit les représentants des principaux ministères et organismes qui interviennent dans le domaine de l'architecture. Donc, c'est une gouvernance qu'on est venu instaurer pour briser les silos et fédérer l'expertise qui existe au sein de l'appareil gouvernemental pour mener des actions concertées, pour créer des milieux de vie de qualité dans toutes les régions du Québec. Merci beaucoup, Catherine. Je vais passer la parole à Véronique Proto. Oui, bonjour, je suis Véronique Proto, architecte et conseillère en architecture dans la nouvelle unité d'architecture et d'aménagement du ministère de la Culture et des Communications. Euh, donc, plus spécifiquement, mes collègues et moi, on travaille sur trois grandes missions qui étaient identifiées dans le plan de mise en œuvre de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Des missions qui ont trait à l'architecture, donc qui sont de soutenir la recherche et l'innovation en architecture, d'outiller les acteurs du milieu, principalement ceux qui œuvrent dans les ministères et organismes gouvernementaux et les municipalités, afin de mieux concevoir, planifier, réaliser, gérer les projets d'architecture dans une perspective de développement durable et de qualité architecturale. Et notre troisième mandat, c'est de valoriser et de faire rayonner l'architecture québécoise ainsi que les talents, l'expertise et les savoir-faire d'ici. Donc, l'appel de proposition qu'on vous présente aujourd'hui vient en quelque sorte servir ces trois missions, principalement celles liées à la recherche. Mais comme vous allez le voir, cette recherche devrait éventuellement nous permettre de mieux outiller les ministères et organismes gouvernementaux dans leurs projets et de faire ressortir la valeur d'un pan de l'architecture québécoise et de l'expertise et les savoir-faire d'ici, qui, en matière d'architecture, sont partagés par une variété d'acteurs de la recherche, de la pratique professionnelle et de la construction. Excellent. Merci beaucoup, Catherine et Véronique, pour la belle présentation de vos mandats. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous invitons, ceux et celles qui écoutent, à vous inscrire dès maintenant à notre outil de maillage, si ce n'est déjà fait, pour vous faciliter la prise de contact, le jumelage expertise-expérience. Avec cet appel, comme Catherine et Véronique viennent de le dire, on veut vraiment réunir les expertises complémentaires de différents milieux, universitaires, professionnels, construction, etc., différents champs disciplinaires aussi. Le but étant, comme ça a été dit, de briser les silos, de générer des pistes d'action concertées, comme le nom le dit, des pistes donc optimales au regard
du large éventail de considérations qui touchent ce corpus de bâti existant. Donc, on vous invite vraiment à vous inscrire à partir du lien que je pense, ma collègue Audrey, que je remercie à cet endroit pour son soutien, a placé dans le fil de la discussion. C'est en fait un forms tout simple et un formulaire donc tout simple et le tableau avec les renseignements sera envoyé à chaque personne qui s'est inscrite au formulaire de maillage et seulement à ces personnes-là. On n'a pas le droit d'aller plus loin et ça n'engage à rien. Donc, si vous êtes professeur, et pensez piloter un projet, voici une belle occasion d'enrichir, de compléter votre équipe. Si vous êtes une personne des milieux de pratique, ça peut vous aider à trouver une équipe de recherche également. Je précise qu'il est également possible de s'inscrire quand on œuvre dans l'administration de la recherche. Donc, si vous voulez agir comme courroie de transmission à travers les disciplines ou les facultés. L'outil sera mis à jour régulièrement et un premier envoi est prévu début juillet. Si vous voulez le recevoir, par exemple, pour donc compléter votre équipe, trouver des amis, justement, inscrivez-vous. Voilà, et je passe à la prochaine diapo. Je vois qu'il y a des mains levées, mais je vous inviterai plutôt à utiliser la section questions et réponses. Ça nous aide à mieux gérer les questions et de ne pas interrompre la présentation si ça vous gêne pas. Ensuite, pour ce qui est du plan de la présentation, je viens de terminer le mot de bienvenue et j'enchaînerai dans quelques instants avec une brève présentation de la programmation des actions concertées dans laquelle s'inscrit donc ce concours. Et je dis déjà que les règles en vigueur sont les mêmes que pour nos concours dits réguliers, mais il y a certaines particularités quand même importantes à souligner. Ensuite, les représentants du MCC résumeront le contexte du programme, les objectifs, les retombées auxquelles on s'attend avant qu'on passe aux besoins de recherche qui sont inscrits dans l'appel. Et le dernier point portera sur le processus d'évaluation, les conditions du concours. Et je précise qu'il s'agit d'une séance d'information qui ne pourra pas couvrir tous les aspects et que l'information qui a valeur légale se trouve vraiment dans l'appel de proposition. Au cas où je ferais des erreurs aujourd'hui, vous êtes avisés. Voilà. Les actions concertées offrent une programmation qui se distingue de nos autres programmes par l'approche partenariale, comme le nom le dit. Il s'agit de programmes qui veulent vraiment concerter tous les joueurs, joueuses autour d'un enjeu sociétal, communauté de la recherche, représentants peu d'organismes publics, milieux utilisateurs potentiels. Les besoins de connaissances proviennent des milieux utilisateurs potentiels, le plus souvent, comme c'est le cas ici, de ministères qui deviennent notre partenaire financier. Concrètement, ça veut dire que c'est eux qui défraient 100% des coûts. Donc, le budget des actions concertées ne provient pas du budget du fonds de recherche, c'est vraiment en su. Et à la base d'une action concertée se trouve une entente de partenariat qui fixe les règles de ce maillage et règles qui correspondent vraiment aux valeurs, principes du fonds de recherche et qui s'appliquent à tous les financements offerts dans tous nos programmes. Voilà, donc le MCC a fait le choix de conclure ce partenariat avec le fonds de recherche pour donner au fonds le mandat d'organiser un concours qui fait appel à la communauté de recherche du Québec et ce, en respectant, comme j'ai dit, nos règles, parce que, et c'est là une distinction importante, le fonds octroie des subventions de recherche et non des contrats et veille à l'intégrité aussi du processus de A à Z. Ça veut dire qu'en confiant au fonds l'organisation du concours et la gestion du financement, le partenaire peut vraiment s'assurer d'avoir accès à des recherches indépendantes et à des recherches qui répondent aux standards d'excellence et à toutes les normes en vigueur en recherche. L'excellence est assurée par un processus d'évaluation indépendant, j'y reviendrai, et la liberté académique, la propriété intellectuelle, ce sont des choses qui ne peuvent pas être mises en question dans nos concours. Et les résultats des recherches financées dans tous nos programmes sont publics.
parce que c'est financé par des fonds publics. Les partenaires des actions concertées pratiquent donc, vous l'aurez compris, un certain lâcher-prise pour combler leurs besoins de connaissances parce que ce qu'ils veulent, en fait, c'est de financer les meilleures recherches légitimisées par un processus d'évaluation indépendant. Et en contrepartie, on les intègre, on les inclut à certaines étapes du processus, notamment à l'élaboration de l'appel de proposition qui est co-rédigé, qui traduit leurs besoins de connaissances, à l'évaluation de la pertinence et au comité de suivi pour nous assurer que leurs besoins de connaissances seront répondus. Et bien sûr, au webinaire d'aujourd'hui. Donc, justement, je passe maintenant la parole à Catherine Michon pour qu'elle puisse nous présenter le contexte, j'y arrive, du programme. Oui, alors je l'ai évoqué d'entrée de jeu en me présentant un peu plus tôt. Donc, le gouvernement a adopté en juin 2022 sa première politique nationale d'architecture d'aménagement du territoire, politique qui est portée conjointement par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère de la Culture et des Communications. La politique représente une avancée, donc, pour le secteur de l'architecture, en ce sens qu'elle est venue reconnaître le rôle de premier plan que joue l'État québécois en matière d'architecture. Et elle l'invite à adopter les meilleures pratiques pour léguer des projets durables et créateurs de valeur économique, sociale, environnementale et culturelle. En architecture, ces dernières années, on a vu apparaître des pratiques durables comme l'utilisation de matériaux écologiques, la maximisation de l'efficacité énergétique, la gestion durable de l'eau, l'intégration harmonieuse du bâtiment dans son environnement, par exemple. Évidemment, c'est des belles avancées, à peu près toutes tournées vers la construction neuve. Puis on a pu le voir dans l'actualité ces dernières années, l'entretien, la restauration, la rénovation et la requalification du cadre bâti existant ne sont pas encore des pratiques systématiquement implantées au Québec. Donc, le réflexe de démolir les bâtiments en tout ou en partie, puis de construire en neuf demeure très persistant compte tenu des obstacles et des freins multiples qu'on rencontre dans les interventions à réaliser sur le cadre bâti existant. Le parc immobilier de l'État n'échappe malheureusement pas à cette tendance-là. Et les prochaines décennies vont poser des défis particuliers pour les donneurs d'ouvrages publics qui ont la responsabilité de gérer ce parc-là. Le défi paraît d'autant plus grand pour l'architecture publique qui a été construite entre les années 1950 et 1980, alors qu'une part importante du parc immobilier gouvernemental date de ces périodes. C'est un corpus de bâtiments qui était innovant à l'époque par ses formes, sa matérialité, ses usages et sa technologie, mais qui souffre aujourd'hui d'un manque d'entretien important et qui ne répond pas non plus toujours aux normes et aux besoins actuels. Tu peux peut-être changer de diapo, Marion. On va poursuivre sur la suivante. Donc, avec l'idée désormais acceptée que le bâtiment le plus vert est celui qui est déjà construit, la réutilisation du bâti existant est aujourd'hui vue comme un levier de développement durable, puis une réponse à la crise socio-écologique que nous traversons présentement. On voit aujourd'hui le bâtiment existant comme une ressource matérielle, financière et culturelle non renouvelable. Toutefois, les retombées socioculturelles et économiques des projets gouvernementaux, notamment, demeurent peu considérées dans les choix d'intervention sur les bâtiments existants, en comparaison, par exemple, à ce qui en coûte pour leur entretien, leur mise aux normes, leur rénovation et leur consommation énergétique. Alors que le corpus de bâtiments construits entre 1950 et 1980 atteint la fin de son premier cycle de vie, on se questionne justement sur les meilleures façons d'intervenir sur ces infrastructures-là. D'autant à l'heure où les changements climatiques commandent de revoir les pratiques et où les besoins immobiliers, notamment en matière de logement, sont immenses et que les ressources sont très limitées. Donc, il apparaît opportun d'envisager les interventions sur ce corpus de bâtiments de manière plus holistique et de se doter d'outils d'analyse qui permettent de mieux prendre en compte leurs valeurs globales et d'optimiser leurs retombées positives sur la société, l'environnement et l'économie. Donc, c'est dans ce contexte que le ministère de la Culture et des Communications a voulu s'associer au fonds de recherche pour solliciter la contribution de la communauté scientifique par le biais du présent appel de proposition pour identifier des stratégies d'intervention appropriées à l'architecture publique construite au Québec entre 1950 et 1980. Je pense que c'est Véronique qui va poursuivre. Ah non, c'est Catherine qui va poursuivre, désolée.
Oui, donc Vas-y. l'appel de proposition vise à identifier des stratégies d'intervention appropriées à l'architecture publique construite au Québec entre 1950 et 1980 approximativement. Ce qu'on entend par stratégie d'intervention, ce sont les trois principaux types de choix qui entrent en jeu lorsqu'on projette d'intervenir sur le bâti existant. Donc, premièrement, le choix d'un scénario de travaux de construction. Est-ce qu'on fait de l'entretien, de la restauration, de la rénovation, de la requalification, un démantèlement ou une combinaison de ces scénarios? Deuxièmement, le choix de solutions techniques spécifiques. Par exemple, est-ce qu'on va venir nettoyer, ragréer, resurfacer, remplacer des fenêtres, isoler l'enveloppe, décontaminer, solidifier la structure ou autre. Et troisièmement, le choix d'une approche conceptuelle de design architectural. Par exemple, choisir de redonner à l'architecture d'origine son intégrité, la protéger par un écrin, la dissimuler, lui conférer un nouveau caractère, etc. Et ce qu'on entend par architecture publique, pour être très précis, donc ce sont les bâtiments publics, les bâtiments construits par ou pour les différents paliers de gouvernement, donc les ministères, les sociétés d'État, les municipalités, pour soutenir leurs activités ou prodiguer des services à la population. Donc, ça peut, par exemple, être des édifices à bureaux, des établissements d'enseignement ou de santé, d'hébergement, des palais de justice, des musées, des centres communautaires, des bibliothèques, des stations de métro, des stations de pompage, des aérogares, des postes, puis des centrales électriques et plein d'autres choses encore. Donc, l'appel vise à identifier des stratégies d'intervention appropriées à ce corpus au regard de sa performance environnementale et aussi de l'ensemble des dimensions à prendre en compte dans la planification et la réalisation de travaux sur ce corpus, comme par exemple les dimensions architecturales, technologiques, économiques, réglementaires, esthétiques, expérientielles, paysagères, urbanistiques, socioculturelles, artistiques, historiques et patrimoniales. Donc, on vise donc une approche relativement holistique du projet d'architecture. Vous verrez plus loin, quand Marion présentera les besoins, que certaines dimensions ont été précisées dans les besoins spécifiques, mais on encourage à aller au-delà selon si c'est pertinent. Euh, les retombées attendues, il y a deux grandes retombées attendues. Donc, en venant clarifier et enrichir le portrait actuel des connaissances quant aux meilleures stratégies d'intervention sur l'architecture publique des années 1950 à 1980 dans le contexte actuel québécois. Les résultats des projets de recherche financés devraient permettre de soutenir les ministères et organismes gouvernementaux dans leur prise de décision lors d'éventuels projets d'infrastructure sur ce corpus, et aussi de réunir des expertises complémentaires de différents milieux et de champs disciplinaires afin de briser des silos et générer des pistes d'action concertées et optimales au regard d'un large éventail de considérations touchant ce corpus de bâti. Donc, lorsqu'on parle de différents milieux, c'est, comme on disait plus tôt, universitaire, professionnel, construction et de champs disciplinaires. Ça peut être l'architecture, le développement durable, la technologie du bâtiment, l'ingénierie, l'histoire de l'architecture, le patrimoine, etc. Merci beaucoup, Catherine et Véronique. Ceux et celles qui écoutent, je vous invite à poser vos questions en lien avec le contexte des objectifs, les retombées directement dans la section Q et R. Et j'enchaîne avec les besoins de recherche, donc ce que les projets, les aspects que les projets auront à couvrir. Donc, le ministère a identifié deux besoins de connaissances spécifiques et les projets devront choisir l'un des deux besoins ou thèmes. Vous constaterez que ce n'est pas exactement le même corpus. Pour le besoin 2, c'est l'architecture publique québécoise en béton apparent pour la période qui a été nommée. Et c'est et pour le besoin 2, cette restriction n'est pas mentionnée. Donc, l'architecture publique construite entre 1950 et 1980. Voilà, il faudra donc choisir de ces besoins et il sera important de bien l'identifier dans le formulaire de pré-demande. Donc, identifier, indiquer lequel des deux besoins vous avez choisi. Il y a vraiment un champ prévu pour cela.
Et pour répondre aux besoins, vous verrez que l'appel fournit au tout début, comme Véronique et Catherine l'ont mentionné, un encadré avec des définitions qui s'appliquent, pardon, notamment donc ce qu'on attend par architecture publique, par une stratégie d'intervention, dans le cadre de cet appel de proposition, bien sûr. Donc, c'est important d'en tenir compte dans votre proposition. Après, pour chacun des deux besoins de recherche spécifiques, dans la section besoins de recherche spécifiques, vous avez une mise en contexte et vous avez aussi un bon nombre de questions. Et ce sont des exemples de questions. Donc, elles sont formulées à titre indicatif pour vous inspirer, pour vous donner une idée de ce qui serait utile pour le partenaire, pour le ministère. Vous l'avez entendu. Donc, les propositions peuvent reprendre ces questions ou encore s'en inspirer, pardon. Donc, il est possible de formuler vos propres questions de recherche en notant que le projet arrive à répondre aux besoins choisis et à l'objectif de l'appel de proposition. Le montant maximum, vous le voyez à l'écran par projet, est le même pour les deux besoins, donc 280 409 dollars très exactement, plus les FIR, donc les frais indirects de recherche que nous devons verser à l'établissement gestionnaire de la personne qui reçoit l'octroi. Pour répondre à ces besoins de recherche spécifiques, l'appel de proposition que je vous invite vraiment à lire attentivement identifie aussi des besoins transversaux, donc des aspects qui s'appliquent à toutes les propositions, indépendamment du besoin spécifique choisi. Les voici. Donc, il faut porter sur un corpus de plusieurs bâtiments d'architecture publique construits dans la période identifiée. Pour les balises temporelles, l'appel précise d'ailleurs que les dates sont approximatives, donc pas si strictes. On peut, par exemple, aussi considérer des bâtiments qui ont été conçus à la fin des années 40 et construits au début de la décennie suivante. Deuxièmement, on vise à générer des indicateurs qui pourraient éventuellement être intégrés dans un outil critique d'aide à la décision, par exemple un arbre de décision, permettant d'aiguiller les choix d'intervention sur le corpus à l'étude en fonction d'un ensemble complexe de critères pertinents. Donc, ça fait tout à fait écho à ce que Véronique vient de dire. Donc, en résumé, on vous invite à bien vous assurer que votre proposition réponde aux objectifs, aux besoins transversaux et aux besoins spécifiques choisis, donc juste un, parce que c'est ça aussi la vérification que feront les membres du comité de pertinence. Voilà, je vous invite encore une fois à poser vos questions sur les besoins de recherche dans la section Q et R et passe au prochain point. Le processus d'évaluation, les conditions du concours, en commençant par l'admissibilité. Cette section, très administrative, fait référence à nos règles générales communes, au FRQ, et les statuts en recherche admissibles pour le rôle de chercheur principal ou chercheuse principale, donc personne qui pilote l'équipe, sont listés dans l'appel, sont définis dans la section définition, statut et rôle. C'est tout au début de nos règles générales communes et le lien est également dans le fil de la discussion. Pour votre information. Donc, selon nos règles, un projet doit être porté par une seule personne parce que ça assure une chaîne d'imputabilité claire. Et cette personne doit être employée par l'un des établissements qui ont le droit de gérer nos subventions avec lesquels nous avons des ententes. Et ça, ce sont principalement les universités, les cégeps québécois, mais aussi des CIUS, par exemple. Cela dit, l'appel encourage fortement des équipes intersectorielles, interdisciplinaires, comme vous l'avez entendu. Et donc, pour ce qui est du reste, de la composition du reste de l'équipe de recherche, donc, vous voyez ici les statuts admissibles pour les co-chercheurs et co-chercheuses. Donc, ça peut être des personnes des milieux de pratique qui peuvent faire partie de l'équipe, d'une équipe autant que des artistes ou des individus qui ont un savoir expérientiel.
Si jamais vous avez un doute sur votre statut après avoir lu l'appel et les règles générales communes, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous aide à déterminer votre statut. Et concernant le processus de candidature, je souligne qu'à l'étape de la pré-demande, seul le CCV, donc le CV commun canadien du porteur ou de la porteuse de la demande, sont à joindre. Donc, uniquement le CCV du chercheur ou de la chercheuse, pardon, principale. Donc, on n'a pas besoin des CV des autres membres de l'équipe à l'étape de la pré-demande. Ça ira à la demande de financement complète. Je vous invite aussi, encore une fois, à consulter l'appel de proposition pour connaître les documents à fournir selon le statut du membre de l'équipe, encore une fois, à l'étape de la demande complète. Il est possible d'ajouter ou d'enlever des co-chercheurs, co-chercheuses entre les deux étapes, donc aucun problème pour ça. Hum, à l'étape de la demande, les personnes qui sont inscrites à la section co-chercheuse, co-chercheur, donc les autres membres de l'équipe, à part la personne qui pilote le projet, doivent donner leur consentement. On recommande donc de prévoir un petit peu de temps pour être sûr de recevoir les consentements à temps. Sinon, il faut enlever la personne concernée pour pouvoir transmettre le formulaire. En général, on recommande de s'y prendre à l'avance pour éviter le stress de dernière minute, en fait. Un appel aussi, n'inscrivez pas d'autres noms dans le corps de la demande parce que ça rend extrêmement difficile la vérification des conflits d'intérêts. J'y reviendrai. Donc, pour faciliter la conformité du processus et notre travail, s'il vous plaît, inscrire les noms des personnes participantes dans les différents rôles, vraiment dans les cases qui sont prévues pour ça dans le formulaire. Ça concerne aussi les collaborateurs et collaboratrices pressentis. Ça, c'est l'autre rôle de membres d'équipe. Donc, ça, ce sont des personnes qui apportent une expertise spécifique pointue au projet. Et je précise que des personnes qui ne sont pas employées par un établissement québécois, donc des chercheurs ou chercheuses qui travaillent dans une autre province canadienne ou à l'international, peuvent participer uniquement à titre de collaborateurs ou collaboratrices. À la différence des co-chercheurs, les collaborateurs, collaboratrices ne fournissent pas de CV à l'étape de la demande. Aussi, autre information d'admissibilité, les étudiants, étudiantes, les stagiaires postdoctoraux, donc les personnes qui répondent au statut en formation tel que défini par les RGC, ne sont pas admissibles au rôle de co-chercheur, co-chercheuse, ni à celui de collaborateur, collaboratrice, parce que sinon, il ne serait pas possible de les rémunérer, de les payer pour leur participation. La subvention doit, par contre, être utilisée pour former du personnel hautement qualifié. Ça inclut des contrats d'embauche, des bourses de tous les cycles, donc initiation à la recherche, tout comme une bourse pour faire venir un postdoc d'ailleurs. Les bourses, la rémunération pour la relève étudiante sont des dépenses admissibles à prévoir dans le budget. Et si la bourse est en lien avec le projet, bien entendu. Et j'en profite pour rappeler que la formation de la relève fait vraiment partie de la mission des FRQ, l'importance de le mentionner. Ce qui m'amène au prochain point, le processus d'évaluation. Comme mentionné, l'évaluation se déroule en deux étapes et organisée, encadrée par le FRQ. La première étape, donc l'évaluation de la pertinence, se fait sur la base de la pré-demande et sert à sélectionner les propositions qui répondent à l'appel qui sont donc jugées pertinentes. Et pour former le comité d'évaluation de pertinence, concrètement, le fonds reçoit du partenaire une liste de noms qui proposent des personnes qui représentent le partenaire ou collaborent avec le partenaire de l'action concertée, qui ont l'expertise dans le domaine. Et le fonds fait ensuite un tri
qui sert à exclure toute situation de conflit d'intérêts avec les personnes candidates. De là, l'importance d'indiquer ces personnes dans vos pré-demandes. Les personnes restantes de la liste soumise participeront au processus d'évaluation et devront donc évaluer les pré-demandes selon trois critères: l'adéquation de la programmation aux objectifs et aux besoins énoncés dans l'appel. Ça, c'est un critère éliminatoire. Les retombées anticipées et finalement la mobilisation des connaissances et les liens partenariaux. Et attention, la mobilisation des connaissances ne concerne pas la diffusion académique à l'étape de la pré-demande, seulement les activités ciblant les utilisateurs potentiels. Vous le verrez en lisant les sous-critères. C'est donc pas nécessaire euh, d'en parler à la première étape du processus d'évaluation. Même chose pour la composition de l'équipe. Ce n'est pas évalué à l'étape de la pré-demande, seulement à l'étape de la demande. Je vous invite encore une fois à consulter l'appel pour prendre connaissance des sous-critères à chaque critère et à bien démontrer dans votre proposition comment elle va répondre à chacun de ces sous-critères. C'est vraiment un exercice de démonstration et les membres du comité, en fait, les membres des deux comités d'évaluation pourront évaluer seulement ce qui est écrit dans la demande. Pour la pré-demande, donc, par exemple, même s'ils pourraient penser à des retombées très utiles sur la base du projet décrit, ils pourront seulement les prendre en compte lors de l'évaluation si c'est écrit noir sur blanc dans la pré-demande. Je rappelle aussi que pour les membres du comité de pertinence, ce ne sont pas des scientifiques, ce sont souvent des professionnels du gouvernement, des gens du milieu à cette étape. Donc, il faut ajuster le langage à ce public et vraiment répondre aux critères d'évaluation. Et j'insiste là-dessus, répondre à tous les sous-critères. Donc, pour la pré-demande, vous aurez 5 pages pour la description. Tout est précisé dans le formulaire à cette étape. Donc, il faut vraiment aller droit au but à cette étape. Comme pour nos autres comités, le fonds mandate ici pour la pertinence le ou la présidente qui mène les délibérations, assure l'exclusion d'évaluateurs, évaluatrices qui sont en conflit d'intérêts comme je l'ai déjà dit, et veille également au traitement équitable des pré-demandes, donc à l'intégrité du processus. Et le tout est confidentiel justement pour éviter toute influence indue en amont ou après. Et à l'issue de cette étape, donc de l'évaluation de la pré-demande, toutes les équipes seront informées du résultat et reçoivent une fiche de rétroaction qui résume les commentaires du comité de pertinence. Mais seules les équipes dont la pré-demande est jugée pertinente sont invitées à déposer une demande de financement complète. Et la fiche de rétroaction est également mise à la disposition des membres du comité d'évaluation scientifique. Et c'est là le seul pont entre ces deux étapes d'évaluation. Autrement, le compteur repart vraiment à zéro. Il n'y a donc aucun cumul entre les deux évaluations. Le comité scientifique, quant à lui, est composé de pairs experts, chercheurs et chercheuses qui sont recrutés par le fonds, souvent à l'international aussi, pour éviter des conflits d'intérêts. C'est donc un comité complètement indépendant et il est souverain dans son mandat d'évaluer la qualité scientifique des propositions soumises en vue d'établir un ordonnancement des demandes selon leur mérite et ce, selon les 4 critères que vous voyez à l'écran. Donc, le projet, compétences, la pertinence et l'ampleur des retombées anticipées et des stratégies de mobilisation de connaissances et finalement la contribution à la formation de la relève qui fait écho à la mission du fonds. Ici aussi, nous vous invitons à prendre connaissance des sous-critères qui sont énoncés dans l'appel de proposition et de vous assurer que la description démontre vraiment la capacité à répondre à chacun de ces sous-critères. Le résultat de cette évaluation, il y aura des offres de financement à l'issue du processus en fonction de l'ordonnancement établi par besoin. Donc, le comité est souverain et comme dans nos autres concours, nous, donc le fonds et son partenaire, le MCC, nous sommes tenus
obligés de respecter l'ordonnancement établi par le comité de pairs selon l'excellence des propositions soumises. Il y aura un financement maximum par besoin, donc au total, 2 projets pourront être financés. Et si vous vous demandez c'est quoi le rôle du partenaire, donc du MCC à cette étape, c'est d'être observateur ou observatrice sans droit de parole au comité scientifique. Donc vraiment le rôle d'un témoin qui doit attester de la conformité du processus. Voilà, je continue. Avec les conditions du financement, l'action concertée prévoit ensuite plusieurs outils ou mécanismes pour assurer un partage dynamique des activités, des connaissances et des résultats de recherche. Le but étant de vous aider à faire atterrir vos résultats chez les instances, les personnes utilisatrices potentielles. Donc, les équipes financées devront, c'est une obligation, participer aux rencontres de suivi annuelles avec les partenaires. Ce sont des rencontres qui visent à permettre aux partenaires de comprendre les activités en cours, de suivre l'évolution de la recherche, d'échanger avec les équipes, même de faire des suggestions. Le tout en respectant la liberté scientifique, c'est donc à prendre ou à laisser par l'équipe financée. Ce qu'on veut surtout, c'est que les partenaires soient au courant des activités, des recherches, des décisions prises et puissent envisager les retombées possibles. C'est également une occasion pour les équipes de poser des questions aux partenaires qui ont peut-être des contacts utiles. Voilà, l'équipe devra aussi préparer au terme de la subvention un rapport de recherche adapté à un lectorat d'utilisateurs potentiels des milieux de l'intervention, de la gestion, voire de la décision. C'est un rapport qui sera également rendu public sur le site du fonds, donc avec un format très digeste de maximum 25 pages. Et pour faire connaître plus largement les résultats, les pistes d'action issues de la recherche, le Fonds va aussi organiser une activité de transfert des connaissances grand public qui s'insère dans la stratégie de mobilisation de chaque projet, que chaque projet doit de toute façon prévoir d'emblée. Et d'habitude, cette activité de transfert a lieu sous forme de webinaire, le but étant de faire bénéficier le plus grand nombre de personnes de ces recherches financées par des fonds publics. Voilà. Pour conclure, un récapitulatif des dates importantes, on verra donc l'outil de maillage avec les noms inscrits début juillet pour la première fois et périodiquement jusqu'à la date limite de la demande. Donc, inscrivez-vous. Et les formulaires de pré-demande, les documents à joindre devront nous parvenir avant le 17 septembre à 16 heures pile via FRQ.net. Les résultats de l'évaluation de pertinence seront communiqués dans la semaine du 13 octobre et les demandes complètes, incluant tous les documents à joindre, devront être transmis le 3 décembre 2025 avant 16 heures. Et attention ici aux dates internes de votre établissement universitaire ou cégep. Donc, la transmission de la demande par la personne qui pilote le dossier, donc chercheur principal, chercheuse principale, nécessite l'approbation institutionnelle et la date limite peut varier d'un établissement à l'autre, donc un petit peu de vigilance ici. L'annonce se fera pendant la semaine du 23 février pour un début officiel des travaux le 1er mars 2026 pour 3 ans. Et si vous avez des questions en lien avec l'appel, le processus de candidature, si vous avez des problèmes d'ordre technique, n'hésitez surtout pas à nous contacter par téléphone ou par courriel. Les informations que je projette ici se trouvent également dans l'appel. Donc, moi, mes collègues, on vous aidera avec plaisir. Voilà, je cesse le partage et vous remercie au nom du fonds, au nom de notre partenaire aussi, le MCC, pour votre intérêt, pour votre écoute. Et nous